Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Deux personnes ont été blessées dans une attaque de drone israélien. Le drone avait ciblé un véhicule dans la localité de Haït al-Jabal, dans le Kaza de Bint Jbel. Un pêcheur a été blessé par des éclats d'une bombe larguée par un drone israélien sur la plage de Nakura, dans le Kaza de Tyr. Par ailleurs, l'Agence nationale d'information a rapporté qu'un autre drone israélien a largué une bombe sonore dans la localité de Yarin, également dans le Kaza de Tyr, sans faire de victimes. Plus tôt dans la matinée, l'armée israélienne a fait exploser une maison à Meis Jabal, dans le Kaza de Marjayoun. Aucun blessé n'a été signalé. L'Assemblée générale de l'ONU se prononce sur la déclaration de New York, un texte porté par la France et l'Arabie saoudite pour relancer la solution à deux États. Objectif, ouvrir la voie à un État palestinien souverain tout en condamnant sans équivoque le Hamas, exclu du processus. À New York, l'Assemblée générale des Nations unies entre dans une séquence décisive. 2 ans après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, un texte inédit sera soumis aux 193 États membres. Il condamne les attaques du Hamas, exige la libération des otages et appelle le mouvement à remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Portée par la France et l'Arabie saoudite, la déclaration est déjà soutenue par la Ligue arabe et 17 pays signataires depuis juillet. Paris espère une large majorité pour en faire le socle d'un sommet prévu le 22 septembre où Emmanuel Macron a promis de reconnaître l'État palestinien. L'enjeu est clair, sauver la solution à deux États menacée par près de 2 ans de guerre à Gaza, la colonisation en Cisjordanie et les appels à l'annexion de certains territoires. Mais Israël, par la voix de son Premier ministre Benjamin Netanyahou, reste intransigeant. Il n'y aura pas d'État palestinien. Pour ses promoteurs, cette déclaration sert aussi de bouclier diplomatique, un moyen pour les pays favorables à la cause palestinienne de rejeter l'accusation de complexité avec le Hamas. Elle prévoit également une mission internationale temporaire de stabilisation à Gaza pour protéger la population et sécuriser la région. C'est une annonce qui relance les inquiétudes internationales. L'Iran affirme que tout son stock de matières nucléaires enrichies se trouve désormais sous les décombres des sites bombardés par Israël. Des propos tenus par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, dans un contexte de tensions persistantes autour du programme nucléaire de Téhéran. Face aux caméras de la télévision iranienne, Abbas Araghchi a voulu être clair. L'ensemble de notre matière nucléaire est sous les décombres des installations bombardées. Des installations visées en juin lors de l'attaque israélienne la plus massive contre l'Iran. Quelques jours seulement après, l'Iran avait suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une suspension qui a duré jusqu'en juillet, dénonçant l'inaction de l'AIEA face aux frappes israéliennes. Mais mardi au Caire, un nouvel accord a été signé. L'accès des inspecteurs sera désormais possible, mais uniquement après validation du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Téhéran distingue désormais entre les sites bombardés et ceux restés intacts, comme le réacteur de Bushehr. Pour les premiers, toute intervention sera soumise à des considérations de sûreté et d'environnement. Pour l'AIEA, le sort de 400 kg d'uranium hautement enrichi, détenu avant la guerre, reste incertain. Son directeur, Raphaël Grossi, a reconnu qu'il ignorait où cette matière se retrouve précisément. Donald Trump, lui, assure que les frappes israéliennes ont retardé le programme nucléaire iranien de plusieurs décennies. Mais les soupçons persistent. L'Iran continue de démentir toute ambition militaire, revendiquant un droit au nucléaire civil. Occidentaux et Israéliens redoutent, eux, une marche cachée vers la bombe atomique. Début août, Londres, Paris et Berlin ont déjà enclenché une procédure pour réimposer des sanctions de l'ONU, accusant Téhéran de violer ses engagements.
C'est une nouvelle escalade aux portes de l'Europe. Après l'intrusion de 19 drones présumés russes dans son espace aérien, la Pologne obtient le soutien militaire de ses alliés. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays européens renforcent la défense aérienne polonaise alors que Moscou et Minsk lancent de vastes manœuvres militaires conjointes à la frontière. Varsovie a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans la nuit de mardi à mercredi, Varsovie a vu son ciel violé par 19 drones présumés russes. 3 d'entre eux ont été abattus par l'armée polonaise avec l'appui de ses alliés. Une attaque qualifiée d'acte d'agression par les autorités polonaises. La riposte diplomatique et militaire ne se fait pas attendre. L'Allemagne et le Royaume-Uni engagent leurs Eurofighters, la France dépêche 3 Rafales, les Pays-Bas livrent des missiles Patriot. Pour Varsovie, il s'agit de plus qu'une alerte internationale. Ce n'est pas seulement un test pour la Pologne, c'est un test pour toute l'OTAN, a insisté le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. L'OTAN a activé l'article 4 de son traité fondateur, permettant des consultations en urgence. Et à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce vendredi à la demande de la Pologne. Cette intrusion survient à la veille des manœuvres militaires russes et bélarusses baptisées Zapad 2025, des exercices massifs à quelques kilomètres seulement de la frontière polonaise. La précédente édition, en 2021, avait mobilisé 200 000 soldats. Le président américain Donald Trump s'est dit pas content de la situation, tout en évoquant une possible erreur russe, mais pour Varsovie, pas de doute, l'acte est délibéré et appelle à une réponse ferme. En Russie, le prix de l'essence grimpe en flèche entre frappes ukrainiennes sur les raffineries et forte demande estivale. Les automobilistes russes subissent de plein fouet la hausse alors que Moscou tente de contenir une inflation déjà élevée. À Moscou, le litre d'essence sans plomb 95 dépasse désormais les 66 roubles, environ 67 centimes d'euros. Une hausse qui, si elle reste modeste en comparaison européenne, surprend les Russes habitués à un carburant bon marché. Tout le monde l'a remarqué, peste Oleg, retraité de 72 ans, qui voit ses factures de carburant grimper de plein en plein. Dans certaines régions, notamment en Crimée et dans l'Extrême-Orient, des vidéos montrent des files interminables devant les stations-service. Izvestia parle d'interruptions dans plus de 10 régions du pays. En cause, la demande saisonnière, mais surtout les frappes ukrainiennes. Depuis le printemps, Kiev cible des raffineries russes, notamment à Samara, Ryazan et Volgograd. Parfois à plus de 800 km de la frontière. Objectif, toucher Moscou au portefeuille et affaiblir sa machine de guerre. Pour des personnes ordinaires, 3 ou 4 euros de plus par plein, cela commence à peser, explique Artyom, un moscovite. D'autres relativisent, estimant que la hausse sert à remplir les caisses de l'État. Pour stabiliser le marché, Moscou a prolongé l'interdiction d'exporter de l'essence automobile jusqu'à fin octobre. Mais la Russie continue de miser sur les exportations de brut, essentielles à ses finances, malgré les sanctions occidentales. En Russie, l'essence reste bien moins chère qu'en Europe, mais la hausse actuelle, sur fond de guerre et d'inflation, illustre la vulnérabilité d'un secteur pétrolier, pourtant vital pour l'économie du pays. L'Éthiopie veut devenir un modèle africain de mobilité verte. Premier pays au monde à interdire l'importation de voitures thermiques, elle compte déjà plus de 100 000 véhicules électriques en circulation. Un choix économique et écologique, mais qui pose aussi d'importants défis. Addis Ababa, capitale de l'Éthiopie, au milieu des embouteillages, de plus en plus de voitures électriques. En un an, plus de 115 000 conducteurs ont franchi le pas, soit 7% du parc automobile national. Pour Kemeria, consultante de 36 ans, ce choix a changé le quotidien. Fini les longues files devant les stations-service, les pleins coûteux et les pénuries. Sa facture mensuelle est passée de 24 euros en carburant à seulement 3,60 euros d'électricité. Dans les rues de la capitale, les véhicules chinois dominent, mais on croise aussi des modèles haut de gamme comme le Tesla Cybertruck. Les bus eux-mêmes roulent désormais à l'électricité.
Le ministre Bareo Hassan Bareo affirme lors d'une conférence de presse que l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, a interdit l'importation de voitures thermiques début 2024, une décision économique autant qu'écologique. Réduire la dépendance aux hydrocarbures importés et promouvoir une image du pays vert. Mais la transition reste fragile. Le pays ne compte qu'une centaine de bornes de recharge, toutes concentrées à Addis Ababa. Les coupures d'électricité sont fréquentes, obligeant les conducteurs à patienter parfois des heures pour recharger. Le gouvernement mise sur le nouveau barrage géant du Nil, censé doubler les capacités électriques du pays et soutenir l'essor de la mobilité verte. Prochaine étape, convaincre des constructeurs étrangers de produire localement pour faire baisser les prix, car malgré l'enthousiasme, les voitures électriques restent inaccessibles pour une large partie des Éthiopiens. Et en note finale, apprendre les sciences ne se fait pas uniquement en salle de classe. Pour mieux comprendre, il faut sortir et découvrir le monde. Un défi qu'Universel a décidé de relever. Reportage Edouard Sfer. Température de surface du Soleil, moyennement de 6000 degrés. Comme chaque année, l'association Universel a transformé un coin de terre en véritable fenêtre sur l'espace. Rassemblés autour d'un même rêve, des jeunes passionnés ont découvert les secrets du ciel étoilé et les merveilles de l'astronomie. Dès les premières heures, l'enthousiasme était palpable. Encadrés par des animateurs, les participants ont construit puis lancé leur propre fusée spatiale, une manière concrète et ludique d'explorer la physique et la science. On a eu un appel avec un scientifique libanais qui travaille à la NASA et vraiment il y a eu un échange avec surtout les jeunes et les grands, mais surtout les jeunes qui lui ont posé plusieurs questions. Et ça aussi c'est dans le but de rapprocher les scientifiques du grand public et que voilà, pour dire au public aussi, pour les jeunes qui sont intéressés, que vous pouvez faire votre carrière dans ce domaine. Pas comme on dit souvent qu'on ne peut rien faire ici depuis le Liban. Voici un exemple devant eux, un jeune Libanais qui a fait ses études ici au Liban, mais qui a terminé aussi, sans doute, qui a suivi ses études aux États-Unis, mais qui est maintenant un scientifique chercheur à la NASA. Donc c'était aussi ça un peu le but, en plus des activités qu'on a d'habitude, comme les lancements de fusées à eau, le Sky Tour qu'on va faire encore un peu. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Guidés par les explications d'un expert de la NASA, les jeunes ont pu poser toutes leurs questions de la conquête de l'espace au mystère des étoiles. Un échange unique qui a éveillé leur curiosité et ouvert de nouvelles perspectives. Entre ateliers pédagogiques et observation du ciel, Universel a relevé un défi de taille, celui de rendre la science à la fois accessible, captivante et inspirante. Et donc là, il faut faire beaucoup de recherches. Comment choisir les mots pour avoir accès à différentes tranches d'âge. En fait, là, ce qu'on prépare, toujours, on va bien étudier qui est le public. Est-ce que ce sont des élèves, des enfants de 5 ans, de 6 ans? Qu'est-ce qu'ils ont, par exemple, comme background scientifique? Comment ils peuvent comprendre les choses parfois? Par exemple, les enfants ne savent pas, ne comprennent pas, par exemple, la conservation de l'énergie. Il faut bien aborder des notions en lien avec l'énergie sans avoir recours à des notions très compliquées. Donc, comment il faut toujours préparer, il faut toujours chercher les mots, lire, voir les vulgarisateurs scientifiques comme ils comment ils écrivent ça. Par exemple, il a un livre l'univers expliqué à mes petits-enfants. Et c'est en fait à ces petits-enfants, ils expliquaient ça avec des termes scientifiques assez simples. Pour beaucoup de ces participants, lever les yeux vers les étoiles ne sera plus jamais tout à fait pareil. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour le reste de nos programmes sur Télé Liban et bonne soirée à tous.